Bonjour et bienvenue dans le podcast Transformation numérique. Aujourd'hui, mon invité est Georges Helou. Georges, bienvenue. Merci, Diogène. Merci bien. Donc, ça fait plaisir de t'avoir là. C'est un des tout premiers, une des toutes premières entrevues que je vais avoir sur le nouveau podcast Transformation numérique. Et Georges, en fait, donc on est de la même ville, on est à Montréal et tu es impliqué beaucoup dans tout ce qui est le leadership, qui est une notion importante, peut-être parfois vague pour certains, mais il y a beaucoup de spécialistes justement sur le sujet et tu en es un, donc ça serait bien d'en parler. Mais pour commencer, tu peux peut-être partager pour l'audience un peu une partie de ton histoire de carrière. Certainement. Donc, oui, je suis spécialiste dans le développement du leadership. D'ailleurs, je me propose comme un éveilleur de leadership. J'aide les personnes à Hmm. ce qu'ils réfléchissent un peu, à ce qu'ils réveillent en eux leur potentiel de leadership, puis qu'ils aillent le développer à leur maximum en utilisant des outils pratico-pratiques et capables de faire la différence pour eux là, dans leur quotidien. Diogène, moi, j'ai fait mes premiers pas dans la formation et même dans l'éducation quand j'étais même jeune. Là, j'étais encore à l'université. J'ai commencé à enseigner, à donner mes premiers cours, des cours en informatique pour des enfants. Puis, je me suis Oh, trouvé bon là-dedans. Puis, en plus, là, j'étais chez les scouts. Puis, à chaque fois qu'on me demandait chez les scouts d'expliquer quelque chose, je me suis dit comme, ah oui, moi, je suis capable de bien vulgariser et d'expliquer les choses et les gens comprennent. Je m'étais trouvé à ça, mais jamais, jamais de ma vie, je me pensais que j'allais être formateur ou coach ou accompagnateur de gens dans leur transformation et dans leur évolution. Puis mhm, ensuite, j'ai découvert le domaine de la formation et des ressources humaines. Je suis tombé à plein dedans. Puis ça fait un peu plus que 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai occupé des postes en gestion, mais des postes aussi en ressources, en gestion de ressources humaines, en gestion de développement organisationnel, mais aussi en termes de consultant externe. mhm, Puis j'ai découvert que dans tout ce domaine-là, c'est vraiment le développement du leadership qui m'intéresse le plus. C'est les leaders qui ont de l'impact. Puis je me suis dit, si j'aide ces gens-là à avoir plus d'impact sur les autres personnes, ben, ça fait un beau effet de domino. Puis en mhm. les aidant à ce qu'ils s'épanouissent, eux, ils peuvent aider aussi les gens qu'ils accompagnent à s'épanouir. Puis ça va Mhm. faire de belles organisations et des organisations où les gens aiment ça, travailler, collaborer, puis performer, puis contribuer, puis trouver leur place. Ça fait le bonheur à tout le monde. Ah oui, 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 c'est super. Puis tu as fait, donc les scouts, c'est à Montréal, hein? Non, j'ai pas fait les scouts à Montréal. Moi, je suis d'origine libanaise. OK. Je suis né et j'ai vécu une grande partie de ma vie au Liban. Puis, je Mhm, suis arrivé ici en 2010. Ça fait 10 ans que je suis ici. mhm. Puis j'ai toute ma vie de scout, là, jusqu'à la dernière minute, là, avant de quitter le Liban, avant de quitter Beyrouth, là, j'étais encore en train de faire une dernière activité de scout. J'ai fait toute ma vie Ah, de scout, excellent, excellent. là. OK, OK, OK. OK, C'est là où ça, j'ai c'est j'ai génial. aussi développé mon leadership et puis j'ai Oui. pratiqué mon leadership, là, ouais, c'est ça. Exact, exact. C'est souvent dans des expériences qu'on a fait parfois très tôt dans la vie que ça influe après sur notre parcours professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Puis, donc, comme tu as dit, tu as travaillé entre autres dans la gestion de RH, puis tu as fait de la consultance externe. Euh, donc, un peu ces transitions-là, en fait, qu'est-ce qui t'a... est-ce que c'est le hasard ou des choses que tu voulais réaliser qui ont fait que tu t'es dit, OK, au début, tu travaillais dans une compagnie dans le service RH, les choses se passent normalement, puis tu te dis, ah non, je vais me mettre à mon compte, ou tu as été forcé, entre guillemets, de te mettre à ton compte, je sais pas. Mais en fait, les passages entre les différentes sphères et les différents positionnements ont été des passages très réfléchis, puis Mhm, c'était des passages de besoin. Là. Rapidement, là, la première expérience que j'ai faite, j'ai enseigné. Puis j'ai enseigné dans des écoles et j'ai enseigné à l'université, puis j'ai enseigné des cours, par exemple, en gestion financière. Puis à un moment, un de mes élèves m'a posé la question, puis il m'a dit, vous travaillez où? Puis moi, je me dis, non, moi, je travaille à l'université, moi, je donne des cours. Puis il m'a dit, donc, c'est-à-dire que ce que vous offrez, c'est juste la théorie. C'était comme quelqu'un qui me donnait comme une mhm, claque en pleine face, là, comme, ah ouais, je suis théoricien, non, ça, j'aime pas ça, là, c'est comme être juste, il faut que je leur parle de vécu. Puis à un moment, là, c'était comme un réveil que, oh non, il faut que j'aille peut-être trouver une job dans le vrai monde, là, des affaires. Puis j'ai fait un saut dans une petite boîte de consultation. Puis j'ai fait mon travail dans cette boîte de conseil. Puis ensuite, à un moment, je me suis dit, OK, moi, j'accompagne les gens là qui sont dans les organisations, mais je ne connais pas leur réalité non plus. Parce que je suis consultant, puis je fais un saut d'une organisation à l'autre.
Puis à un moment aussi, ils m'ont dit, là, comme j'étais en train de parler avec des leaders, puis ils m'ont dit, toi, c'était quand la dernière fois que tu étais un leader? Non, je n'étais pas leader. Puis c'est le syndrome là, de l'imposteur là, L'imposteur, ouais. qui se réveille en toi. Puis je me dis non, il faut que j'aille faire une job quelque part dans une organisation. Puis j'étais dans une organisation, j'ai occupé un poste de formateur, puis j'ai développé l'équipe de formation, puis j'ai commencé à prendre des responsabilités en termes de gestion. Puis plusieurs responsabilités. Après, je me suis dit, OK, je vais revenir à mon amour principal, c'est comme ma passion essentielle, qui est celle de développer les leadership et de la formation. Puis je suis retombé à nouveau dans le conseil, après avoir vraiment cheminé à travers tous ces éléments. Tous ces éléments. OK, Ouais. excellent. Puis il y a quelque chose que tu as mentionné qui est intéressant. Tu as parlé du fait que tu éveilles le leadership en certaines personnes. Des fois, on peut avoir comment dire, certaines personnes pensent qu'un leader, on est né, on est leader ou on n'est pas né leader et on ne le deviendra jamais. Donc, toi, c'est quoi ton opinion par rapport à ça et comment est-ce que tu en parles à quelqu'un qui te dirait ah, mais moi, je ne suis pas un leader, j'ai déjà, je sais pas moi, j'ai déjà 45 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais, je te comprends. Puis, juste pour te dire, là, comme si tout le monde réfléchissait comme ça, moi, je n'aurais pas de job. Hein. C'est comme je fais le développement du leadership. Je dois y croire que tout le monde a son potentiel de leadership. C'est pour ça que je fais ma job avec passion. Là, je me réveille le matin, puis je le fais parce que j'aime ça. Parce que j'aime dire aux gens là, que vous avez tous un potentiel de leadership. Quand vous dites que je ne serai jamais un leader, c'est parce que vous vous refusez ce potentiel-là. C'est juste parce que vous n'y croyez pas, puis vous vous dites déjà, là, il y a une croyance limitante en vous, là, qui dit que non, moi, je ne serai jamais un leader, puis je ne serai jamais capable de gérer des équipes ou de l'idée du monde. Puis c'est déjà, là, comme quand la croyance est là, comment vous voulez vous aider à développer, parce que ça ne se développe plus, là, dans ce cas-là. Par contre, du moment où vous allez vous croire que vous avez un potentiel de leadership, puis le leadership, il va être pour tous. Il y a des gens qui disent moi, je n'ai pas le charisme, je n'ai pas le charisme d'un leader. Oui, voilà, comme, OK, on s'entend bien qu'il y a des leaders qui ont du charisme, puis ils font une super belle job de leader, puis ça va être de super bons leaders. Mais ceci ne veut pas dire que c'est juste donné à eux. Les gens là qui n'ont pas ce charisme là qu'on n'essaie pas comme de décrire, comme c'est pas la formule pour avoir un charisme, je ne sais pas, je l'ai jamais su, mais je sais très bien qu'on a des compétences de leadership qu'on est capable de faire. L'empathie, ça s'apprend, la prise de conscience, ça s'apprend, l'accompagnement, ça s'apprend, donner du feedback, gérer des opérations et gérer les équipes pour qu'elles collaborent. Toutes ces affaires-là, ça s'apprend, puis on est capable de voir. Puis avec la pratique, c'est certainement qu'on peut développer le leadership chez tout le monde. Exact. Il y a plusieurs, il y a potentiellement, je ne sais pas s'il y a une définition nécessairement du leadership, mais il y a peut-être plusieurs formes de leadership. Et je sais que tu es quelqu'un qui est orienté pas mal sur tout ce qui est intelligence émotionnelle et courage. Donc, un peu est-ce qu'il y a une certaine forme de leadership sur laquelle tu éduques les personnes? Parce que le premier élément que tu as mentionné, par exemple, c'est empathie. Ce n'est pas tout le monde qui pense à empathie quand on parle de leadership. Donc, ça me fait dire que peut-être toi, tu as une certaine vision du leadership. Tu permets, là, je vais expliquer un peu ce que j'appelle les 3 dimensions du leadership rapidement. Là, on ne va pas faire un cours aujourd'hui, mais comme juste en parler. Mais quand on parle de leadership, quand on parle de quelqu'un qui déploie son leadership, on parle vraiment qu'il possède trois dimensions essentielles qu'il utilise. La première dimension, ça s'appelle l'autorité. La deuxième, c'est la dimension de la crédibilité. Et la troisième, c'est la dimension de la proximité. Je m'explique. Pour l'autorité, et là, quand je parle d'autorité, je ne parle pas de côté négatif d'autorité, là, je parle de l'autorité qui inspire, qui guide le monde. Quelqu'un qui est confiant, qui, quand il parle, il partage une vision, quand il partage le pourquoi des choses, là, c'est comme, ouais, on a envie de le suivre. Puis c'est quelqu'un qui est capable de trancher, de prendre des décisions, surtout dans les situations difficiles, dans les situations de pression. C'est des gens là qui utilisent de leur autorité d'une façon très bien établie, puis qui font de sorte à ce que les choses fonctionnent et marchent. Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est la dimension de la crédibilité. Puis je dirais la crédibilité, c'est toute mon expertise, mon expérience, tout ce qui a fait que moi, je me suis développé pour être capable de dire ça fonctionne, puis ça ne fonctionne pas. Puis je sais que cette technique est bonne et cette autre technique n'est pas bonne. Et je deviens comme une référence pour le monde autour de moi. Ils viennent me consulter parce que je suis crédible. Puis quand je dis une chose, là, les gens me croient. Puis attention aussi dans la crédibilité,
c'est la condition numéro un, normalement, pour choisir les nouveaux leaders dans l'organisation. Comme disons, dans une équipe, il y a un employé, puis pourquoi on va choisir cet employé pour prendre un poste de leadership ou être responsable, un lead d'autres personnes? C'est parce qu'à la base, techniquement, il est bon. Opérationnellement, il est crédible. Puis on va dire, OK, on va le choisir, puis on va lui ajouter des responsabilités. Mm-hmm. Puis on dit aussi que la crédibilité, si elle est un peu exagérée, ça devient trop by the book. Puis à chaque fois que tu viens me demander une petite question opérationnelle, moi, je vais t'expliquer. Scientifiquement, en 1950, je ne sais pas qui a inventé comme OK, too much crédibilité. Là, c'est comme attends. Puis la troisième dimension, c'est la dimension de la proximité. Puis la proximité, c'est ma capacité de créer des liens de confiance avec les gens. Tu vois, l'empathie, elle est là. C'est quand je te demande, Diogène, comment tu vas? J'ai vraiment envie de savoir comment tu vas. Ouais, voilà. Ouais. J'ai vraiment envie de... Je m'intéresse à ce qui t'intéresse, à ta motivation, à ce qui te drive. Là. Je veux aller vraiment chercher le meilleur pour que tu puisses trouver ta place, puis que tu puisses travailler. Mm-hmm. Il y a peut-être 20 ans, Diogène, on se disait, là, comme on pouvait venir chez toi et te dire, c'est quoi ton style de leadership? Puis aujourd'hui, on ne peut plus poser cette question-là. C'est comme, pas possible, là, c'est comme, le leader qui réussit, ce n'est pas celui qui a un style de leadership. C'est celui qui est capable d'adapter son style de leadership et aux situations et aux personnes. C'est-à-dire que quand on a ces trois dimensions-là, le fait d'être capable immédiatement de dire, je vais utiliser un peu plus d'autorité ici, non, un peu plus ma crédibilité là, non, un peu plus de proximité, une bonne balance, puis ça dépend vraiment de la situation et de la personne, qui va faire que ce leader va réussir dans ce cas-là. Donc, l'équilibre entre ces trois dimensions est très important dans les leaders d'aujourd'hui. Tu vois, la dernière situation de pandémie qu'on a vécue, au début de la pandémie, il y a des gens, il y a des leaders qui ont eu peur, puis qui ont utilisé beaucoup plus leur autorité pour gérer leurs équipes. D'accord. Par contre, c'était vraiment le mauvais choix dans ce cas-là. Tout le monde avait peur. Puis dans ce cas-là, s'il vous plaît, c'était le moment d'utiliser la proximité. La proximité, ouais. Et d'être proche du monde pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils reçoivent ça, puis d'être connecté, puis de combler l'écart humain, l'écart, la distanciation, là, comme qu'on appelait distanciation sociale, puis que moi, je déteste là, ce terme-là. Je préfère beaucoup plus distanciation physique plutôt que distanciation sociale. Puis de rapprocher, de combler ça d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Ok, donc c'est très bonne explication, vraiment les trois dimensions du leadership. Puis tu mentionnes aussi la pandémie. Je pense que c'est intéressant. On va revenir à coup sûr là-dessus. Ce que je voulais savoir, c'est dans les interventions que tu fais dans les organisations par rapport au leadership. Est-ce que des fois est-ce que c'est des contextes où tu dois entre guillemets éteindre des feux, il y a un souci et il faut le résoudre, ou c'est plus une organisation est en croissance et il commence à avoir de plus en plus d'employés ou de plus en plus de situations où il faut prendre des décisions et voilà, on cherche à développer des leaders à l'interne. Est-ce que je peux dire que c'est les deux? Oh oui, je savais que c'était un ou. Ma question, c'était un ou. Là, c'est peut-être les deux, plus encore autre chose, effectivement. Oui, mais c'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux qui arrivent. Je vais te donner des exemples pour être plus concret. On parle de domaine technologique. On a beaucoup de startups ces temps-ci là, qui... ça commence avec une petite équipe de 3-4 personnes, des amis là, qui lancent un projet, puis hop, ça fonctionne. Puis ils recrutent d'autres amis à eux, puis ça grandit. Puis à un moment, wow, là, ça grandit vraiment. Puis les gens qui sont dans leur vingtaine, qui étaient là juste parce qu'ils sont bons techniquement, d'un coup, on va leur dire, prenez la charge d'une équipe, de toute une équipe. Maintenant, vous allez gérer 10, 12 personnes, 15 personnes. Wow, ils ne sont pas prêts là. C'est des gens là qui avaient travaillé depuis qu'ils sont sortis de l'université jusqu'à les 5 dernières 6 années là qu'ils ont travaillé. Ils étaient juste là comme à travailler en solo, en mode à eux seuls. Puis ils ne savent pas là comment est-ce qu'il faut déléguer, assigner une tâche à quelqu'un, donner un objectif, faire du suivi. Est-ce qu'ils font de la microgestion? Est-ce qu'ils font de trop de délégations vagues? Est-ce qu'ils sont... Puis ils n'ont pas tous ces outils-là. Puis donc dans ce cas-là, c'est un appel d'urgence là que je reçois. Ah wow, nos personnes là, ils grandissent puis ils font des erreurs puis il faut vraiment les outiller pour qu'ils puissent faire leur job. Donc, dans ce cas-là, il y a un cas de croissance, mais un cas de croissance en urgence. Dans d'autres cas, il y a des organisations qui sont très bien établies, puis qui font comme ce qu'on appelle Needs Assessment, Training Needs Assessment, donc une évaluation des besoins en formation.
Puis il m'appelle en me disant, et Georges, on a fait nos besoins, puis voici les compétences qui, à notre avis, seraient essentielles pour la prochaine période. Puis on veut vraiment développer quelque chose qui va aider ces leaders-là à travailler dans ces compétences-là, puis à développer leurs compétences dans ce sens-là. Puis nous, ce qu'on fait, c'est quelque chose de bien précis parce que les gens des ressources humaines, souvent, sont responsables de faire ça, puis ils ont fait tout leur job d'analyse, puis ils viennent avec une prise de conscience assez claire sur où est-ce qu'ils s'en vont, puis c'est quoi le chemin qu'il faut amener les personnes à y aller. Puis dans ce cas-là, on est plus dans un mode de planification dans ce sens-là. Ok, donc c'est vraiment deux contextes différents. Est-ce qu'il y a un troisième contexte ou Oui, il y a un contexte. Le troisième, c'est celui de la pandémie. Effectivement, Ouais, celui de crise, parce oui. que Oui. l'été passé, je te cache pas, Diogène, là, j'ai passé un des étés les plus busy de ma carrière normalement, là, comme Oh, dans ce wow. qu'on fait en formation. L'été, c'est plus calme parce que tout le monde part en vacances, mais Mhm. cet été-là, tout le monde était présent, puis personne ne prenait des vacances, puis tout le monde était presque là. Mais le grand besoin, c'était gérer à distance. Oui, voilà, ouais. Puis parce qu'ils ont découvert, les gestionnaires, puis toutes les organisations ont découvert que non, on ne peut pas continuer à gérer de la même façon. Donner un feedback sur Zoom ou sur Teams n'est pas du tout le même que donner un feedback en passant dans un couloir ou à côté d'un cubicule d'un employé. Euh, C'est sûr. On n'est pas sur mute dans le couloir ou exactement. on n'a pas toutes ces choses, effectivement. Et puis, on ne refuse pas des fois de mettre sa caméra quand on est, au travail. Il n'y a pas le choix, effectivement. Ouais. Puis en plus, là, comme je peux 2 heures après checker sur l'employé puis voir comment il va après mon feedback. Par contre, là, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, chez lui, après mon feedback. Est-ce qu'il est démuni? Exact. Est-ce qu'il est énergisé? C'est quoi les impacts? Mhm. Puis là, je parle d'un exemple tout simple qui est celui de donner du feedback. Mais n'en parlons pas avec tous les autres éléments. Gérer une réunion, la rencontre, juste gérer des réunions et dynamiser ces réunions en virtuel. Je ne sais pas combien de fois je l'ai donné. Puis on dirait comme des trucs de base là, qui sont tels que, par exemple, faites de sorte à les garder occupés parce que sinon, ils vont faire autre chose. Ah oui, comment ça? C'est parce qu'elle ne parlait pas tout le temps. Je te l'ai parlé. Ah oui, OK, on a oublié, là, on pensait que c'était juste nous, là, dans la rencontre, qu'il fallait qu'on parle tout le temps. Ben, non, Mhm, surtout mhm. dans une rencontre, là, comme les gens vont aller répondre à leur courriel et faire autre chose, là, que ce soit en réunion ou que ce soit dans les formations, c'est Ouais. une chose. Ouais, à vrai dire, des fois, je vais être honnête, des fois, ça arrivait avant la pandémie aussi que les gens fassent autre chose pendant les réunions. Ah oui, oui, Si tu effectivement. viens, si tu vas dans une salle de rencontre et tout le monde a son laptop avec lui, Ah, grande chance qu'il soit aussi en train de faire autre chose. ah oui, oui. C'est Oui. des choses que j'ai vues. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est un peu l'impact là, c'est la pandémie qui a amené à devoir faire un peu de la gestion en numérique, en utilisant des outils technologiques. Et il y a beaucoup d'autres paramètres qui, tout d'un coup, entrent en compte. Donc, parce que tu as mentionné aussi le leadership, c'est l'adaptabilité. Et je pense que la pandémie, ça nous a beaucoup testé. Ça a beaucoup testé le niveau d'adaptabilité de leader, mais aussi de toute personne dans une organisation. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Tu as commencé dans le domaine il y a environ une vingtaine d'années, donc ça, tu l'avais mentionné. Aujourd'hui, on est donc en 2021. Il y a 20 ans, Facebook n'existait pas, Twitter n'existait pas, enfin presque tout ce qu'on utilise n'existait pas. Donc, quel, euh, quel changement, est-ce qu'il y a des changements que tu as vus par rapport à ça? Donc, dans ton travail, quand tu vas en organisation, est-ce que tu as vu des changements? Oui, certainement. Au fait, Facebook, oui, on parle de Facebook, des médias sociaux, mais on parle dans notre domaine à nous, surtout de tout ce qui est e-learning, qui est rentré comme il y a un peu plus là qu'une dizaine d'années, puis c'était rentré en force. Puis le e-learning était presque devenu comme une tendance. Juste au début des années, dans les années 2010-2011, comme, il y avait même des articles qui disaient, est-ce que les formateurs vont disparaître?
Est-ce que les salles de formation n'existeraient plus? Puis il y avait eu des recherches, là, beaucoup de recherches, des gens qui y croyaient fermement que non, 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 comme c'est, tout le monde va être maintenant capable de faire du e-learning tout seul. Puis on a découvert après, là, comme, oui, le e-learning, tout comme les salles de formation, tout comme les formateurs, il y a des plus et il y a des contre. Puis ensuite est venu le fameux blended learning, qui a été, comment dire, comme, attendez, la meilleure chose là, ce n'est pas d'y aller ni pas dans une direction, puis ne pas aller dans une autre, mais de faire comme vraiment un bon mix entre les deux. Parce que tu vois, les e-learning, quand on parle de technologie, Diogène, c'est beau parce qu'on peut faire ça quand on veut, toute l'information est là, puis c'est interactif avec des activités, mais il y a des éléments là qui sont aussi les bémols, tels que premièrement, ça se base beaucoup sur la discipline de la personne. Combien de gens ont la discipline d'aller faire en continu des formations? C'est le plus gros problème qu'on voit on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, puis on nous demande de faire autre chose opérationnellement, puis ensuite on nous demande de faire des formations. Non, non, c'est la dernière de nos priorités. Oui, c'est sûr, là, c'est comme, parce que quand on a des rendements à faire, puis la formation, ça peut venir vraiment après. Ou un autre élément au niveau du e-learning, c'est de la belle théorie qu'on apprend, puis qui est-ce qui va nous aider à la transférer dans notre quotidien? Parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, les ateliers de formation que je présente, moi, je dis aux gens, si vous avez envie d'avoir de la belle théorie, si vous voulez vraiment connaître les concepts, s'il vous plaît, allez vous acheter un livre. Allez écouter des podcasts. Allez écouter des conférences, là, des TEDx, des YouTube. Là. Il y a des articles sur le site web. Là. Il y en a plein de ces affaires-là. Si vous voulez vraiment vous éduquer au niveau connaissance, prise de connaissance. Quand vous venez dans les ateliers, c'est parce que vous avez envie de prendre certains outils et certains concepts et voir comment est-ce que ça peut vous aider dans votre quotidien. Donc, l'idée principale, c'est qu'aujourd'hui, nos formations et nos ateliers de formation, c'est d'aider les personnes à dire comment je fais une introspection, j'analyse ma situation, je prends l'outil, je l'applique, puis je dégage des prises de conscience et des engagements que je vais mettre en place. Puis l'idée, c'est que durant tout l'atelier, moi, je bombarde des fois là, les participants en leur disant « Complétez la phrase suivante. Je m'engage à… » Puis là, je les laisse réfléchir. Puis ils doivent me trouver là, comme je m'engage à faire quoi là, comme on vient de faire une activité, on vient d'en discuter, on vient de jaser, puis vous engagez à changer quoi dans votre quotidien. Puis s'il vous plaît, écrivez-la devant vous. Puis s'il vous plaît, rappelez-vous là, de la mettre sur un post-it devant vous, quelque part, juste pour que le cerveau se rappelle que vous êtes engagé à changer quelque chose dans votre façon de faire. Puis c'est très important. Ouais, c'est super important parce que des fois, on peut prendre. Le pire, c'est que souvent, des fois, quand j'étais employé ou pour beaucoup de gens qui recherchent un boulot, le nombre de jours de formation, l'accès à des formations est un élément important dans le choix de l'employeur. Mais des fois, on fait des formations juste pour dire, ah, j'ai fait une formation sans nécessairement essayer de changer. Et effectivement, c'est très bien de renforcer en fait cette idée que, OK, la session qu'on a eue ensemble, là, c'était pas juste pour qu'il y ait une session et on recommence, c'est censé transformer quelque chose. Donc ça, c'est super important, effectivement. Une autre notion peut-être que aussi tu mets quand même en avant et qui est très pertinente en ce moment, c'est les notions d'intelligence émotionnelle et de courage. Tu peux commencer par parler de laquelle tu veux au début, mais j'aimerais voir un peu ta perspective là-dessus. Je commencerai peut-être par le courage, là, si tu veux. Puis, on parle aujourd'hui de courage managérial pour les gestionnaires, pour les leaders d'aujourd'hui. Puis, c'est vraiment une des compétences qu'on parle, une parmi les compétences les plus recommandées pour un leader pour les prochaines périodes. Surtout dans ce monde-là qui est en turbulence, en effervescence et en changement. Puis, pour moi, le meilleur modèle qui explique un peu le courage, là, c'est ce que j'appelle le modèle en 4T. C'est les 4T, je vais les dire en anglais, puis je vais les traduire en français ensuite. C'est le try, trust, tell and take in. Puis try, c'est essayer. C'est vraiment le courage d'essayer des choses. Sans même des fois là, comme avoir des garanties à 100%. Puis faire ça rapidement aussi des fois, parce qu'il faut rebondir, surtout dans notre contexte.
Puis d'essayer de dire, oui, il va y avoir des risques, oui, ça se peut qu'on fasse des erreurs, oui, ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais ça demande du courage, puis il faut l'essayer. Parce que sinon, si on ne l'essaye pas, il n'y a rien qui va se passer, puis on va juste subir les conséquences négatives. Un deuxième volet du courage, c'est vraiment le courage de faire confiance, le trust. Mhm. Puis, tu vois, durant la pandémie, ça a été quelque chose qui était très important. Faire confiance à ses employés quand je ne les vois pas en train de travailler. Ils sont chez eux. Puis, combien est-ce que je suis capable de leur faire confiance qu'ils vont faire la job? Est-ce que je veux qu'ils m'écrivent à quelle heure ils ont ouvert leur ordi et à quelle heure ils ont fermé leur ordi, puis combien de jobs ils ont fait? Ou je vais vraiment leur faire confiance, puis je vais les faire grandir, puis je vais les responsabiliser. Le terme empowerment, ownership, là, c'est vraiment, on est là-dedans, dans ces contextes-là. Le troisième T, c'est le tel. Et d'être vraiment capable de s'exprimer, de dire les choses aux personnes, surtout quand c'est difficile de les dire. Surtout quand il faut donner, par exemple, gérer des situations difficiles avec quelqu'un, gérer un feedback difficile, gérer une situation où les gens sont déstabilisés, puis ça vient me chercher. Puis il faut dire, il faut être capable de prononcer, de dire les choses. Aussi, parce que les leaders ont à dire aussi à leur boss, puis aller peut-être challenger de façon constructive les supérieurs qui, eux, des fois, n'ont pas la vraie vision de ce qui se passe sur le terrain. Puis le quatrième T, c'est au niveau de Taken. Puis là, on parle de l'acceptation des critiques, puis l'acceptation de sa vulnérabilité. Puis vous savez, aujourd'hui, là, en 2021, 2020, 2021, le mot vulnérabilité, c'est le hit. Là. Vous écoutez tous les podcasts, là, comme tout le monde parle de vulnérabilité. Mais on est là-dedans, là, c'est vrai là, c'est le pouvoir de la vulnérabilité, le pouvoir d'accepter les critiques, le pouvoir de... Quelqu'un m'a dit, là, comme il faut éviter de se justifier et de blâmer et de se défendre dans ce cas, dans certains cas, là, quand on nous donne une critique. C'est juste de dire, OK, j'ai appris la leçon, voici comment je vais faire différemment la prochaine fois pour éviter de tomber dans ce piège-là. Puis Yes. voilà. Donc, j'accepte, puis je rebondis. Oui, ça, c'est important. Effectivement, c'est assez difficile. Peut-être on peut avoir, en plus d'être au travail, avoir des enjeux peut-être dans d'autres aspects de la vie, puis surtout en pandémie. Et en plus de ça, avoir une critique et réussir à la prendre pour ce qu'elle est et ne pas la prendre personnellement, ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose de vraiment important. C'est une qualité, c'est quelque chose qui se développe aussi, là, peut-être, pour certaines personnes. Effectivement. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Ok, donc intéressant les 4 T. Try, trust, tell, taking. Je pense que c'est important. Puis il y a un peu le lien aussi avec l'aspect autorité du leadership de ce que tu expliquais justement en début de conversation. Ah, tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Mais aussi de la proximité aussi au niveau de la vulnérabilité. Donc, c'est vraiment de la vulnérabilité là-dedans. Ouais, la proximité. Et il y a aussi je ne sais pas si quel est le bon mot, mais un nouveau projet, en tout cas, sur lequel tu as travaillé, qui s'appelle Leader Zone. Oui, oui. C'est mon bébé. Ça se lance en ce moment-là. C'est tout le package là de ce que je présente, comment j'accompagne et comment j'accompagne les leaders. Puis toutes les types de zones de développement, les facettes, les compétences à développer. C'est fait d'une façon très facile d'approche, puis d'une façon très ludique, une approche très expérientielle. Puis c'est accompagné aussi avec une plateforme, en parlant de transformation technologique, là, c'est une plateforme qui va accompagner les personnes qui participent à des parcours surtout, donc de commencer, puis de ne pas juste venir à des ateliers, puis ensuite de partir ailleurs, puis de revenir comme quelques semaines après, mais d'avoir du travail à faire et des applications, puis il y aura comme une application sur leur téléphone ou sur un mode web qui va venir leur donner des notifications de temps en temps. As-tu fait ta mission? As-tu exercé? Puis tu as une préparation à faire pour la prochaine fois. Puis jason un peu avec les autres participants de ta cohorte à propos de ce sujet-là. Puis ça fait des rappels, puis ça amène des points, des pointages, un peu ludique, un peu gamification. Pas trop exagéré parce qu'on n'en veut pas trop, mais d'une façon comme aussi professionnelle pour que les gens juste qu'ils aient envie là, de dire, OK, je me rappelle, je me suis engagé dans un parcours de développement,
puis je prends ça en charge. Puis, je veux Mhm. vraiment m'assurer que ce développement-là ne se fasse pas juste dans les ateliers où je vais rencontrer le formateur ou le facilitateur, mais ça va faire vraiment une différence dans mon quotidien avec mes équipes et dans mes opérations. Ah, c'est super, c'est très intéressant. Ça donne c'est comme une espèce de buddy, un peu comme toutes ces applications où on fait du sport, où on va courir, là, de dire, Ouais, hey, t'as fait ça, maintenant tu peux continuer. Ben, c'est un peu ça. Il va accompagner la personne dans son parcours de leader. tout à fait, exactement ça. Vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, un peu la dernière question. Donc, comme on est sur le podcast Transformation numérique, donc on en a parlé, je sais, mais je voulais savoir vraiment là, si le numérique a transformé ton industrie et ton travail. Tout à fait, Diogène. Écoute, au mois de mars, quand la pandémie, Ouais, je mars suis revenu 2020. un jour, ouais, quand je suis revenu un jour de mars de 2020, là, Mhm. euh, puis je suis rentré, puis on a dit que, OK, on fermait tout. Puis je commençais à recevoir tous les courriels de mes clients en disant on annule, on annule, on annule, on annule. Puis j'ai vu vider tout mon calendrier de toutes les formations qui étaient là sur les 3 mois, 2 mois, 3 mois qui s'en venaient. Je me suis dit, oh my God, là, qu'est-ce que j'ai fait? OK, moi, je suis entrepreneur, puis moi, je travaille, puis je vois toute ma business là comme se vider. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis je te cache pas, j'ai eu une départ de ma vie là en ce moment-là. Mhm. Ensuite, je me suis dit, non, non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je retransforme ma business puis que je retravaille ça. Puis avec des collègues à moi, on s'est parlé, puis qui étaient aussi dans le même problème. Puis on s'est entraidé, puis on a dit, OK, voyons comment on peut rebondir pour la prochaine période. Qu'est-ce qui est là? C'est la gestion à distance. Qu'est-ce qui est Mhm. là? C'est aussi virtualiser ces formations. Puis, j'avais déjà l'avantage que je faisais des formations en virtuel, moi, comme ça faisait depuis 2015-2016 là, que je faisais des Mhm. formations en virtuel. Donc, tout ce qui était Adobe Connect, WebEx, puis Zoom n'était pas encore l'outil principal là, de nos animations. Puis tout ça, là, comme j'étais déjà habitué, donc il fallait comme juste reprendre tout notre matériel, puis le transformer. Puis par exemple, est-ce qu'on fait encore des formations d'une journée en virtuel? Non! Surtout pas, là. C'est comme pas possible, là. C'est pas possible de mettre quelqu'un, là, comme devant son écran pendant une journée, comme une journée entière. Donc, toutes nos formations étaient comme un genre, OK, on va faire des modules de formation de 90 minutes, à la limite de 2 heures. Si on en fait des 3 heures, on va faire 2 pauses de 10 minutes ou de 15 minutes incluant, donc pour permettre aux gens de se lever, de bouger. Puis ça, c'est le maximum. Puis, c'est des activités qui sont très interactive. On a inventé, là, j'ai inventé des jeux en mode virtuel. On a exploré toutes les volets Zoom, les annotations, les sondages, les dessins sur tableau blanc. Puis on a inventé des jeux sur des activités expérientielles pour vivre le changement, des activités pour vivre les transformations, pour vivre le feedback. On utilise les salles scindées beaucoup parce que ça permet de faire des jeux de rôle en petites équipes. Mhm. On leur donne des exercices à faire, puis ils reviennent, ils font des présentations. Puis on a été utiliser toute la technologie à notre service pour que vraiment que tout ce qui est transformation, tout ce qui est digital, là, soit à notre service plutôt que ce soit un obstacle. Mais je ne te OK. cache pas que c'est toujours difficile jusqu'à aujourd'hui parce que tu vois là, comme on gère 3 choses en même temps. On gère notre contenu parce qu'on est des experts de contenu, il faut passer ça. On gère le climat, l'approche, être en contact avec toutes les personnes, puis permettre aux gens de participer, puis et la technologie. Parce que c'est Mhm. pas vrai que je vais mettre comme quelqu'un qui va gérer la technologie à côté de moi. Là, je peux pas faire Mhm. ça tous les jours. Donc, et il faut gérer les 3 en même temps, en continu. Tout Ça, un ça challenge. Ouais, c'est beaucoup plus de chapeaux à porter en même temps. Mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit là, mettre le digital au service de ton business plutôt que le regarder et ne l'utiliser qu'en tant qu'obstacle. C'est vraiment, vraiment important. Mais Puis bon, j'ai donné, ouais, Diogène, excuse-moi de t'interrompre, là, j'ai donné ouais. beaucoup de formations là, ces derniers mois sur comment virtualiser ces formations. Donc, j'ai accompagné mes collègues formateurs qui sont un peu dans les organisations, qui, eux, voulaient comme juste prendre les anciens modules tels quels, puis de les mettre en mode, de les faire en mode web. C'est comme ils étaient en salle, puis ils veulent faire la même chose
Non, ça ne fonctionne pas, excusez-moi. Puis je les ai accompagnés, on a fait des ateliers sur comment virtualiser, quelles sont les activités, comment faire pour transformer et changer notre approche pour que ce soit une approche plus adaptée technologie, plutôt une approche en virtuel plutôt qu'en présentiel. Ah, superbe, superbe. Vraiment, vraiment un bon exemple, beau parcours du Liban jusqu'ici à Montréal et donc dans le monde du leadership et de la formation. Vraiment, merci beaucoup, Georges Helou. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour l'audience que tu as mentionné et que tu nous as expliqué. Je voulais savoir aussi, donc là, c'est la toute dernière chose, c'est où est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec toi ou ton organisation? Deux moyens. LinkedIn, déjà, j'ai mon profil. Puis quand vous allez mettre Georges comme J-O-R-E-J, donc un J au début, un J à la fin, il n'y aura pas comme 1000 qui écrivent mon nom. Puis certainement leaderzone.ca, Leaderzone.ca. C'est là où vous allez voir comme tous les profils et tout ce que j'offre vraiment pour l'accompagnement du leadership en formation et en coaching. Ah, superbe, merci beaucoup. Tout ça va être indiqué dans les notes de l'épisode. Merci, Merci Eugène. beaucoup, merci beaucoup, Georges, et à bientôt. Vraiment un plaisir. Plaisir. Le Bye bye. plaisir. Au revoir.